Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, partie 2 sur la fatigue chronique, syndrome de fatigue chronique. Désolé pour la dernière coupure que j'ai eue, en fait il ne faut pas que je dépasse un certain temps, sinon ça coupe et le montage est compliqué. Donc je vais vous donner les conseils pour éviter cette fatigue chronique et creuser cette fatigue chronique. Fatigue chronique, je rappelle que j'ai moi aussi vécu, que beaucoup de patients ont vécu, et beaucoup de sujets sont propices à cette fatigue. Nous avons aussi, alors j'ai une conférence le 4 et le 5 octobre, je parlerai donc de problèmes de thyroïde, un lien avec l'alimentation et des cas concrets de patients qu'on a eu, donc avec le groupe avec qui je travaille, qu'on a eu le samedi, alors sur du long terme pour certains, et d'autres sur le court terme pour voir éventuellement ce qu'on a fait. Donc en fait, je parlais la dernière fois du cortisol, et il faut comprendre qu'il y a deux origines possibles d'un problème de cortisol. Alors, il y a dans un premier point le décalage, donc ça c'est vraiment le premier point, et le deuxième point c'est l'épuisement. Et c'est là où il faudra faire attention. Parce que selon ce que vous avez, entre du coup le décalage et l'épuisement, vous ne pouvez pas prendre en charge de manière unique. C'est-à-dire que dans le décalage, lorsque j'expliquais dans la précédente vidéo, je disais que, pour faire simple, je disais que on avait les personnes qui avaient un décalage du cortisol, donc là on prend 8 heures, midi, les 20 heures par exemple, les 22 heures. Les gens ont un effondrement donc, du cortisol tout au long de la journée. Par contre, ils atteignent un pic le soir, et ce qui empêche en fait, la mélatonine de faire son action, puisque lorsque le cortisol monte, la mélatonine baisse. Donc ça, c'est le problème qu'ont ceux qui ont un décalage du cortisol, c'est que le cortisol se sécrétait en fait vers 8 heures, au lieu d'atteindre un pic vers 8 heures, donc ici, et de manière plus basse tout au long de la journée, ils ont en fait un pic le soir, ce qui les empêche à dormir, et du coup, cortisol et mélatonine sont en compétition, hélas. Et donc c'est là où ça devient très paradoxal. Alors l'épuisement c'est quoi? L'épuisement c'est juste, en fait, si on reprend ce graphique, on a en fait un crash total du cortisol qui est très très bas, en fait, toute la journée. J'avais donné les dosages sanguins et urinaires à faire pour éventuellement vérifier si vous avez un problème de cortisol. Dans mon précédent article, je crois, sur mon site. Donc là, vous avez en fait un cortisol qui est très bas tout au long de la journée, et là, vous avez un décalage du cortisol. Donc ce n'est pas exactement la même chose, parce que dans ce cas-là, on peut à la fois rétablir ce décalage, mais dans ce cas-là, c'est les glandes surrénales qui sont épuisées, généralement. C'est là où est sécrété le cortisol VS confère vidéo inférieure. Donc c'est dans cette forme-là qui est le plus problématique, mais aussi dans l'épuisement, où là, il faut restaurer les glandes surrénales, et parfois c'est pas suffisant. Donc en fait, vous aurez une prise en charge différente. Alors, je vais suivre mon cursus. Alors, comment faire pour les personnes qui ont un problème de décalage? Alors, vous avez un problème de décalage, généralement c'est dû à un stress physiologique, voire même psychologique que vous avez eu à un moment donné. Alors, ça pouvait être des vacances et vous avez dormi un peu plus tard que d'habitude. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que votre mélatonine, donc l'hormone du sommeil, par excellence, imaginons elle se déclenchait à 22 heures, au fil du temps, vous avez
Donc au lieu d'avoir un pic vers 22 heures au début, vous avez un pic vers 23 heures. Et ça se décale en fait au fur et à mesure jusqu'à ce que la mélatonine soit sécrétée le matin, ce qui empêche en fait le cortisol de monter. Donc une des causes du décalage du cortisol, c'est un décalage de mélatonine. Ça c'est le premier point. Donc on a un décalage hélas de mélatonine pour la plus grande majorité. Donc ce qui fait que la mélatonine est décalée et donc du coup le cortisol ne peut pas se sécréter. Donc c'est dû aussi à un stress qui a déréglé ce qu'on appelle le cycle circadien. Le cycle circadien est un cycle en fait, une hormone biologique qui contrôle l'expression de nos gènes et la sécrétion des hormones. C'est-à-dire que c'est grâce à ça que vous pouvez avoir toute cette panoplie de sécrétion d'hormones, et parfois le cycle circadien est décalé, c'est-à-dire que l'horloge mère est complètement perturbée. Donc il faut essayer de rétablir ce cycle circadien pour éviter ce décalage, parce que là vous n'avez pas un épuisement, votre cortisol est là. D'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est que ceux qui ont un décalage du cortisol ont un manque de sommeil. Un manque de sommeil, ils ont du mal à dormir, parfois ils se retrouvent plus énergétiques en fait. Énergétiques le soir. Et donc du coup, comme la journée, ils ont été à plat toute la journée, étant donné que le soir ils sont remplis de stress, ils ne peuvent pas dormir. Et le corps pousse la personne à aller faire du sport parce que toute la journée n'a rien eu. Mais c'est donc un décalage. Donc si vous avez un problème de sommeil, ça peut être un problème de décalage du cortisol. Alors, comment faire donc pour rétablir ce décalage? Il faut travailler sur le cycle circadien. Et la première des choses que je conseille, du coup, c'est d'éviter une activité physique qui est très proche du sommeil. Puisque là, de toute façon, on va essayer, donc avec l'activité sportive, vous allez créer du cortisol. Donc, lorsque vous allez créer du cortisol, ça va se rapprocher en fait de votre sommeil, qui n'est pas bon, parce que pourquoi? Parce que vous avez une carence en mélatonine. Donc, le premier conseil que je vais donner, c'est d'éviter en fait, je vais mettre tout en rond, c'est donc d'éviter une activité physique ou un stress en fait, pendant cette période. Donc, hop, vous avez donc, là on a dit décalage, épuisement, vous aurez compris K1, K2, et donc la meilleure méthode, donc, c'est d'éviter une activité stimulante avant dodo. Ça c'est le premier point, pour éviter en fait que le corps ne puise dans les réserves. L'autre point aussi, c'est que vous devez avoir un pic le matin à 8 heures de cortisol. Si vous mangez nutritionnellement des aliments riches en sucre, alors pour le côté sucre, je vais utiliser tous les types de sucre possibles, donc glucose, fructose, saccharose, etc., maltose, peu importe, ou même stevia. Lorsque vous consommez du sucre, ou lorsque vous faites un repas, vous avez tendance à faire diminuer votre cortisol. Lorsqu'on fait un repas le midi, on a tendance à avoir un épuisement en fait, du stress et une fatigue prononcée, d'où la fameuse sieste que l'on a lors du régime méditerranéen. C'est un gros repas le midi, très léger le soir, et avec une sieste dans l'après-midi, parce que le fait de manger réduit le stress. Donc c'est important, oui, mais ça peut être contraignant pour la suite. Pourquoi? Parce que manger des aliments riches en glucides ou en sucre, pour faire plus simple, diminue le stress. Or, comme je l'ai expliqué, vous n'avez pas assez de stress. Donc, ce qu'il faut faire en fait, si vous avez là, c'est votre taux, on va dire, de cortisol qui est déjà très bas, donc je vais mettre le cortisol d'une personne normale, et ça c'est votre taux de cortisol en fait, qui est ici. Donc qui est déjà très très bas
par rapport à une personne normale. Si vous mangez en fait des glucides, enfin, des aliments qui sont riches en glucides, qui vont consommer les hormones anabolisantes, puisque le cortisol est une hormone catabolisante, mais anabolisante parce qu'elle est une hormone anti-stress, et ça, les médecins anti-âge que j'ai cités précédemment l'ont bien décrit. Lorsque vous mangez trop d'aliments riches en glucides ou en sucre, vous avez en fait une diminution du cortisol. Cette personne sera extrêmement fatiguée pour la journée, elle sera somnolente, sera dans les vapes. Tout au long de la journée, elle peut avoir une irritabilité, une accélération du rythme cardiaque. Faites gaffe, l'augmentation du rythme cardiaque peut être due à un manque de stress. C'est en fait c'est que le corps n'arrive pas à s'adapter à la situation stressante. Cette personne sera en pleine forme, cette personne sera moyenne, bancale, ce que j'appelle le cul entre deux chaises, et cette personne sera extrêmement fatiguée, elle ne pourra pas parvenir. Donc, comment éviter ça? Éviter les aliments qui sont très riches en glucides, et du coup les moduler, pour le cas de décalage. Là, vous avez du stress, il est là, mais les glandes surrénales ne le sécrètent pas au bon moment. Donc, pour éviter ça, ce que je conseille, c'est de consommer, en fait, cette personne qui a un pic le soir, c'est de consommer les glucides à ce moment-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez consommer des aliments riches en sucre, alors, lorsque je parle sucre, bien sûr, le conseil, c'est ne pas manger transformé. Ça, c'est la base type. Si vous mangez transformé, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Changez d'alimentation. Lorsque vous mangez peu transformé, vous faites attention à votre alimentation et à votre état de santé, vous pouvez appliquer les conseils que je vous donne. Donc, si vous mangez le soir des aliments riches en glucides, ça va diminuer le stress et peut faire par la suite décaler ce pic le matin. Et donc vous revenez vers un décalage classique du cortisol. Parce qu'à ce moment-là, vous avez besoin de sucre. Ce qui est paradoxal, c'est que la gréline, l'hormone de la faim, est très élevée vers 19h30, 19h50, avec un pic à 20h. Donc on a tendance aussi à avoir une hyperinsulinémie à ce moment-là, donc plus proche du sommeil. Mais il faut comprendre que les personnes qui sont fatiguées chroniques ont un métabolisme qui est faible et du coup ne dépensent pas beaucoup d'énergie, que ce soit pour une activité physique ou autre, ce qui est problématique parce qu'ils prennent du gras de toute façon. Donc le manque de cortisol fait prendre du gras. Donc consommer les glucides, les aliments riches en glucides que sous cette forme, et consommer des aliments riches en protéines et en graisses tout au long de la journée pour être ce que j'appelle sous stress, qui est très important parce que ça nous permet d'améliorer l'équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique et surtout de stimuler les fonctions cognitives. Je connais beaucoup de spécialistes qui travaillent à jeun parce qu'ils ont besoin en fait de leur cerveau. Donc le conseil c'est du coup manger donc, des aliments riches en graisses et protéines dans ce cas-là et virer tous les sucres, donc le sucre, tout ce qui peut être, donc moi je conseille des aliments riches en fruits, donc les aliments, une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes. Vous pouvez vous baser sur du riz complet, du riz de Camargue, de l'épeautre, du sarrasin, etc., de la patate douce, ou autres, qui sont de très bonne qualité, et donc vous consommez les sucres le soir pour permettre en fait de travailler sur ce décalage circadien. C'est ça le problème. L'autre point aussi donc, qui est essentiel, c'est que les gens me disent « Ah mais les sucres, les glucides, on m'a toujours dit qu'il fallait beaucoup de glucides. » Je reviens sur la question, les glucides, il ne faut pas diaboliser ces nutriments parce que c'est une partie du tout. Les glucides ne sont pas essentiels, ils sont présents dans tout l'environnement, mais on en a besoin, pas forcément à concentration très élevée, donc il est rare d'avoir zéro type de glucides dans un aliment, on a toujours des traces. Mais on peut tout à fait en fait, avoir une alimentation donc, très riche en graisses et en protéines la journée et très riche en sucre le soir. Alors je ne dis pas de manger un couscous entier, mais je dis juste de manger plus de fruits et peut-être à la journée consommer des aliments qui sont par exemple très faibles en fructose. Notamment avec les fruits pour tout ce qui est baies, tout ce qui est citron, tout ce qui est pastèque, etc. sont des aliments qui sont faibles en fructose. Ils vont vous éviter en fait ces pics, ces chutes de tension aussi, parce que le stress crée des chutes de tension vers les coups de 16h et fin de matinée. D'ailleurs, beaucoup qui consomment des oranges que j'ai eu en cas patient, qui ont fait des diètes pro-métaboliques, ont eu des coups de pompe en fait, 1 heure après, 1 heure et demie après, des gros coups de pompe,
En fait, le fructose et le glucose consomment de l'énergie, mais consomment aussi toutes les hormones anabolisantes, et notamment le sucre. Le fructose consomme l'hormone de croissance, qui fatigue en fait tout au long de la journée, puisque l'hormone de croissance a besoin d'hypoglycémie pour en fait être élevée. Donc d'une part, alors ce que j'ai compris dans les études, c'est que d'une part l'hormone de croissance est physiologique, c'est indépendamment de la faim, mais on peut avoir une augmentation de la faim, une augmentation de l'hormone de croissance par rétrocontrôle. Mais l'hormone de croissance, par exemple, est catabolisante puisqu'elle dégrade le tissu graisseux, mais elle est aussi anabolisante. C'est pareil pour le stress, il est catabolisant, mais il est anabolisant parce qu'il vous épuise, il vous évite en fait de vous épuiser, il vous épuise d'avoir des dommages, donc elle est aussi anabolisante. Pareil pour les deux, donc c'est dur d'avoir un code binaire. On vous a toujours dit que l'hormone de croissance est anabolisante et le cortisol est catabolisant. J'allais dire c'est presque l'inverse, puisque les deux sont anabolisants et catabolisants, donc il faut faire gaffe aux différences. Donc, consommer des aliments faibles en fructose, très peu de fruits la journée, je conseille, beaucoup de graisse, donc sous forme par exemple de lait de coco, d'huile de coco, de saumon, de sardines. Alors, faites gaffe aux oignons métaux lourds, des œufs entiers, du beurre clarifié ou du beurre classique fait avec nourri avec des vaches qui ont mangé de l'herbe ou des oméga 3. On a par exemple la marque Bleu Blanqueur, etc. Donc ce sont ces types d'aliments. Et le soir, consommer des aliments riches en féculents pour éviter en fait ce coup de fatigue et permettre en fait le décalage. Alors, je vais parler un peu de l'épuisement parce qu'on est déjà à 16 minutes et que je m'arrête à 40 minutes. Alors ça c'est pour plutôt le décalage. Alors il y a aussi, étant donné qu'il y a aussi le jeûne qui est capable en fait de restaurer ce cycle circadien, parce que le jeûne permet, si vous voulez, on a dit que pour entre 12 et 16 heures, on arrivait à peu près rétablir le cycle circadien. Donc je conseille à peu près 2 fois 24 heures sur une journée. Je vous mettrai les liens des noms des personnes en fait à l'étranger qui recommandent ce genre de jeûne. 2 fois 24 heures, c'est très bien, voire 1 fois 24 heures tous les jours, chaque semaine. C'est déjà très bien pour permettre de rétablir le cycle circadien et donc du coup de se sentir mieux. Si vous avez fait un pré-repas, si vous avez un coup de pompe, etc., traitez l'origine du problème au lieu de soulager les symptômes. Donc ça c'est pour le cas décalage, donc c'est très simple au niveau nutritionnel, évite donc les stress comme je dis physiologiques et psychologiques avant l'endormissement, qui peut donc simuler le stress. Évitez aussi tout ce qui est exposition à la lumière, au soleil, etc. D'ailleurs, à partir d'une certaine heure, c'est tout à fait normal que le soleil ne se couche pas à minuit, sinon on aurait un décalage du sommeil, c'est ce qui se passe largement en été. Donc c'est vrai que même la lumière agit en fait sur les glandes surrénales pour sécréter du cortisol, et heureusement que le soleil se couche un peu plus tôt, on arrive à avoir un endormissement plus rapide, mais lorsqu'on est par exemple en plein été, on a un coucher du soleil vers 22-23 heures, ben forcément on dort un peu plus tard parce que c'est le rayonnement qui agit sur nos cellules réceptives. Donc ça c'est pour le décalage. Alors pour l'épuisement, ben, je vais dire la première des choses que je n'ai pas dit dans le décalage mais qui marche pour les deux, c'est d'éviter le stress chronique. C'est la première des choses qu'on dit, d'éviter le stress chronique. Pourquoi ? Parce que le stress chronique épuise vos glandes surrénales. Donc, à mesure que vous sécrétez du stress, que ce soit pour une activité physique, faire de la musculation, faire du sport, un sport d'endurance qui consomme beaucoup de cortisol, faites attention au sport d'endurance. Vous allez puiser, vous allez donner du stress, mais vous n'en avez pas assez. Donc, au lieu d'avoir ça de réserve, vous avez juste ça. Donc, vous allez vider au fur et à mesure vos réserves de cortisol, et ce qui va en fait vous fatiguer tout simplement. Donc évitez le stress chronique, évitez une activité physique qui est quotidienne et qui vous épuise, travaillez d'abord sur vos glandes surrénales et ensuite faites de l'activité physique. Donc ça peut être éviter les stress chroniques, donc activité physique régulière, 2-3 fois par semaine c'est bien, 4 fois c'est bien, au-dessus ça devient compliqué. Évitez les sports d'endurance. Ne courez pas des marathons si vous êtes fatigué. Évitez, si vous êtes avec des personnes qui vous stressent, évitez-les. Changez d'horizon. Prenez du soleil. Alors,
le soleil permet de restaurer les réserves de cortisol. C'est pour cette raison que parfois, lorsque j'ai expliqué dans mon article, on a une augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle en été. Lorsqu'on est au soleil, on transpire beaucoup plus parce qu'il fait chaud, donc il y a le stress thermique, et il y a le stress exogène, il y a aussi le stress que le corps crée du cortisol, régénère les glandes surrénales via le soleil. On a plusieurs types de lumière avec certains spectres et certaines longueurs d'onde qui permettent en fait de restaurer les glandes surrénales, tout ce qui est luminothérapie, etc., via les photons. Donc on a profité du soleil, et une chose que je n'ai pas dit d'ailleurs dans dans le décalage, c'est consommer des aliments qui sont riches en sel. Alors pourquoi ils sont riches en sel? Alors je parlais plus de sodium que de sel. Alors le sodium en fait est un minéral indispensable pour l'influx nerveux, pour la contraction musculaire. Il est indispensable avec le calcium, magnésium et potassium. Le sodium et le potassium sont en équilibre parfait dans la cellule. On a les fameuses pompes à protons et les fameuses pompes à sodium qui sont quasi indispensables pour l'homéostasie, qui régissent notamment les flux d'eau et l'osmose. Mais il faut savoir qu'une personne qui est carencée en stress, qui n'a pas de stress, a un problème en fait de chute, comme j'ai expliqué, de tension, avec une fuite de sodium. Et donc parfois on peut remarquer chez le fatigué chronique, chez ce qu'on appelle l'ionogramme, on a une diminution du Na+, et une augmentation du K+. Donc en fait, on a une augmentation du potassium et une diminution du sodium qui va nous remarquer que les glandes surrénales souffrent un petit peu, et c'est tout à fait normal. Donc, pour équilibrer ça, consommer des aliments riches en sel. Alors, des aliments riches en sel, on a du céleri, on a tout ce qui est olives, sardines, maquereaux, etc. On a aussi les œufs, on a aussi donc, tout ce qui est sel non raffiné, de Guérande, d'Himalaya, etc. Donc, ajouter un petit peu de sel. Dans ce cas-là, on est bien dans l'épuisement, et ça marche aussi pour le décalage. Alors, chose que je n'ai pas dit, c'est que dans l'épuisement, dans le décalage, en fait, on peut jeûner. Pourquoi? Parce que vous avez un décalage du stress, donc ce n'est pas dû à un épuisement. Par contre, dans l'épuisement, j'interdis de jeûner. Je ne suis pas pour l'épuisement, je ne suis pas pour jeûner. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de cortisol et, comme expliqué, de DHEA pendant le jeûne pour faire face à la situation stressante. Le jeûne est un stress. Maintenant, si je décide de faire du sport pendant le jeûne, je vais m'épuiser, beaucoup plus que d'habitude. Parce que c'est un stress et je vais créer beaucoup plus ce qu'on appelle les ROS, les espèces réactives de l'oxygène, qui augmentent en fait avec le stress, une partie qui augmente avec le stress, que ce soit cellulaire ou autre, et donc plus vous jeûnez, plus aussi vous épuisez votre cortisol, et si vous n'en avez pas assez, c'est pas suffisant. Par contre, pour le décalage, c'est pas gênant, il en a. Le problème, c'est juste un décalage du cycle. Donc, le sel pour éviter les chutes de tension, et là vous pouvez ajouter du sel pendant le jeûne ou même pendant les aliments, beaucoup plus du sel. Donc imaginons le matin je me fais des œufs, ça sera 3 pincées de sodium, un peu de fromage à pâte pressée cuite. Le midi c'est vraiment salé, mon poulet, ma viande, etc. À 16h aussi, surtout à 16h. Pourquoi? Ce que je conseille, c'est de absolument saler vers les coups de 15h. Pourquoi? Parce que vous avez en fait un chute de tension vers 16-17h qui est dû en fait à un manque parfois de sodium. Et je vous conseille vraiment, si vous transpirez plus, de consommer du sel vers 15h pour éviter en fait les coups de pompe et anticiper. Généralement, c'est dans ces horaires-là, c'est le coup de pompe après le repas du midi et le coup de pompe à 15-16h que je dis d'éviter. Donc, par un peu de sodium, et éviter tout ce qui est sucre, ça va juste aggraver vos hypoglycémies, mais ça, beaucoup de patients sont au courant, et même ceux, comme j'ai expliqué, qui ont suivi des diètes pro-métaboliques, mais ça ne marche pas, parce qu'en fait, on n'a pas compris comment ça fonctionne. Donc, c'est faire un équilibre entre sodium et potassium, et donc, là, on va me dire, consommer moins d'aliments riches en potassium. Alors, c'est quoi? C'est les fruits, c'est les oléagineux, etc. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on me dit, je ne pensais pas que
déjà, manger peu transformé, je pensais que j'allais résoudre tous mes soucis. Oui, ça c'est clair. Mais ça, c'est la maladie moderne. Mais le deuxième problème, c'est qu'on mange aussi parfois trop de potassium via les aliments qui font chuter d'ailleurs le sodium et on se retrouve avec un déséquilibre, une instabilité cellulaire qui est néfaste et qui va induire en fait une diminution du métabolisme énergétique de la cellule. Donc la cellule va moins produire d'énergie, va moins donner de l'ATP parce qu'elle manque juste de sodium. Donc ajoutez un peu de sel dans vos aliments. Bien sûr, si vous ne mangez pas transformé, les cas particuliers d'hypertension, vous voyez avec votre médecin, mais dans ce cas-là, augmenter plus de sodium aide à tout ça. D'ailleurs, manger des œufs à 16 heures, 2-3 œufs à 16 heures, ce sera mieux et vous aurez des meilleures performances, même avant un entraînement, que manger des fruits comme du melon ou des oranges. Alors les oranges, c'est l'aliment qui est très riche aussi en fructose et qui consomme vos hormones anabolisants. Le soir, ça peut être, comme j'expliquais, intéressant. Mais le problème de l'épuisement, c'est qu'en fait les glandes surrénales sont fatiguées, elles sont faibles. Donc j'évite, je déconseille le cas du jeûne dans le cas entre décalage et épuisement. Ok. Ça, c'est le point que je voulais éclaircir. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce qu'on peut restaurer la glande juste en évitant le stress chronique? Oui, l'humain, la cellule, je partagerai dans un autre sujet les travaux de Walter Longo, la glande surrénale se restaure en fait au fur et à mesure du temps. Il faut du temps, c'est long, mais elle se restaure au fur et à mesure du temps. Ce que je peux vous dire, en fait, pour faire simple, c'est que ce n'est pas que le cortisol qui est épuisé, c'est tout le corps. Alors, lorsque je parle d'épuisement, on dit généralement surrénalien. Ok, c'est le cortisol. Mais le corps ne s'arrête pas qu'au cortisol. Il va prendre la testostérone, l'œstrogène, la progestérone, l'aldostérone, la vasopressine, la CTH, la DHEA, la préninolone, etc. Donc ils vont prendre en fait toutes les hormones et ils vont diminuer. Donc le corps va diminuer en réserve. Donc si vous avez une atteinte en fait des glandes surrénales, vous pouvez avoir une atteinte de la testostérone, mais aussi de la DHEA, etc. Donc tout est à vérifier et généralement le facteur que je trouve dans l'épuisement, alors c'est plus, j'allais dire, dans l'épuisement aussi thyroïdien, c'est un sulfate de préninolone qui est hélas très très bas. Alors pourquoi préninolone? Alors c'est un neurostéroïde en fait qui sécrète plus de 120 à 150 hormones. Alors moi je conseille de tester son sulfate parce que c'est sécrété majoritairement par les glandes surrénales et c'est pas soumis à variation. Si vous sécrétez juste, vous dosez la préninolone, c'est différent. Doser le sulfate, c'est beaucoup plus, il est plus abondant et il est beaucoup plus stable. Donc le sulfate de préninolone sera bas dû à l'épuisement, donc tout l'axe est bas. Donc ce que je conseille, je ferai une vidéo dessus, c'est simple. Moi je me fais des petits jus de légumes, donc pas de fruits bien sûr, des jus de légumes, endives, céleri, épinards, très riches en chlorophylle, etc. avec un peu de préninolone. Bien sûr, vous vérifiez vos taux au niveau sanguin, vous vérifiez bien la carence, mais majoritairement tout le monde est carencé. Si vous êtes carencé en préninolone, vous pouvez être carencé aussi en problème en T3 et T4, etc. puisque la thyroïde convertit, enfin la T3 active convertit le cholestérol en préninolone. Donc si vous manque de la T3, vous ne pouvez pas convertir le cholestérol en préninolone et du coup le cholestérol s'accumule. Et c'est là où il devient néfaste en fait, parce que c'est le LDL oxydé le problème, mais il devient néfaste en fait lorsqu'il ne se convertit pas. La question est de savoir pourquoi vous ne convertissez pas votre cholestérol en hormone de la jeunesse, c'est bien ça le problème. Mais ça ne marche pas, c'est très très difficile. Donc ce que je conseille, c'est de vérifier via votre médecin. On a des médecins quand même qui sont ouverts, pas tout le monde a un point de vue négatif. Et deuxième point, donc vérifier votre taux de cholestérol, vérifier tout ce que j'ai expliqué dans mon article avec tous les dosages, salivaire, cortisol salivaire, urinaire, etc. Le cortisol libre et non le total. Vérifier, comme ce que j'explique, la transcortine, qui est un transporteur du cortisol. Plus elle est élevée, plus vous êtes en carence. Donc plus elle va prendre le cortisol et vous en aurez moins de disponible. Donc ça, c'est l'autre point. Et est-ce qu'on peut faire les réserves de cortisol volontaires? Oui, au fur et à mesure du temps, vous allez passer peut-être d'épuisement à décalage ou d'épuisement à sécrétion. Mais il faudra toujours éviter un stress continu. Alors maintenant, les personnes qui ne peuvent pas éviter le stress, ils sont constamment stressés.
qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà appliquer tous les conseils que je vous ai donnés, manger peu transformé, riche en sodium, faible en potassium, éviter les fruits. Alors c'est là où ça devient complexe. Je ne diabolise pas les fruits, bien au contraire, j'en mange et je conseille énormément, mais pour ceux qui sont fatigués, le temps que ça se restaure, diminuer les aliments qui sont riches en sucre et en potassium. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup dans les saisons, on a de manière quantitative, et pas forcément tout le temps. On a remarqué par exemple que les orang-outans qui mangeaient énormément de fruits devenaient obèses et avaient une résistance à l'insuline. Donc faites gaffe à ça. Donc ça c'est le premier point. Donc est-ce qu'on peut restaurer une réserve? Oui. Alors, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, il y a des teintures mères ou des huiles essentielles à prendre avec précaution. Donc là je parle plutôt aux naturaux. On a tout ce qui est donc épinette noire. Alors moi j'en mets un peu sur les glandes surrénales. Vous pouvez avoir des formes qui sont absorbées au niveau oral, qui évitent la contamination. Si vous les faites toujours diluer avec de l'huile et un peu d'antioxydants et à mettre au frais, parce que c'est très sensible, je conseille rarement d'en prendre beaucoup. Donc on a par exemple, je vais mettre ici la petite liste d'huile. Alors ça marche bien, alors moi je peux vous dire sur mes dosages, je vais vous donner mon explication. J'ai essayé un médicament pour le stress, j'ai expliqué mon problème, mais par contre ce genre de choses marche très bien, j'ai l'impression que au fur et à mesure du temps ça se restaure, peut-être que j'ai diminué l'activité physique, mais aussi je prends le temps en fait pour m'écouter. Donc épinette noire, ça marche très très bien aussi. On a le cassis en huile essentielle, c'est ce qu'on appelle un cortisol-like, donc ça va mimer le cortisol. Alors faites gaffe, il peut y avoir un arrêt des glandes. C'est-à-dire que vos glandes surrénales peuvent être à l'arrêt le temps que vous prenez le cortisol-like. C'est tout à fait normal, puisque ça mime le cortisol. Le corps se dit, bon, puisque j'apporte du cortisol, c'est un cortisol naturel bien sûr, alors je n'ai plus besoin de produire du cortisol. En fait, le peu qui me reste, c'est pour l'épuisement. C'est pas gênant, puisque de toute façon, il est HS. Alors, ce que je vous demanderai de faire peut-être, c'est une écho des glandes surrénales. On fait plus un scanner peut-être, un scanner des glandes surrénales pour vérifier ce que vous avez. Et donc, toutes ces huiles, on a aussi le pin sylvestre, qui est donc épinette noire, cassis, pin sylvestre. On a la menthe poivrée. La menthe poivrée et la cannelle. Et ça, c'est un médecin qui m'a fait ça pour moi, donc une amie à moi, donc Sophie, qui m'a fait ça en fait sous forme d'huile. Alors moi j'applique sur les glandes surrénales. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'être au soleil. Vous allez bronzer au soleil et vous appliquez 2-3 gouttes au niveau des glandes et ça va absorber, ça va agir au niveau des glandes surrénales. Donc ce sont des huiles qui marchent très très bien. On a des formes orales que je donne à mes patients. Pour certains patients qui ont un problème de cortisol avéré au niveau sanguin, mais même pour ceux qui veulent un coup de boost, on a des stimules de glandes surrénales qui agissent et sous forme orale c'est beaucoup plus pratique. On a l'American Association of Microbiology qui fait de très bons produits. Donc voilà, je vous donnerai le nom si vous avez besoin. Ça c'est le point. Donc au fur et à mesure du temps, ça va restaurer les glandes surrénales. Et le conseil que je vous donne pour éviter aussi l'épuisement et le décalage, c'est les hypoglycémies. C'est simple. À chaque fois que vous faites une hypoglycémie, comme j'ai expliqué, à chaque fois vous videz vos réserves de stress. Et alors, on me dit, est-ce que c'est les sucres? J'avais entendu parler, on me disait il fallait utiliser du sucre comme ose pour éviter l'hypoglycémie. Mais c'est faux. Vous regardez les médecins anti-âge, vous regardez les médecins spécialistes ou les chercheurs, ils vous disent, plus vous consommez du sucre, plus vous êtes propice à avoir des hypoglycémies. C'est normal. Les variations de l'insuline sont plus fortes sous sucre et faibles sous graisse et protéines, même si on a un petit peu d'insuline, mais c'est toujours moins prononcé. Donc, les hypoglycémies, évitez les hypoglycémies. Pourquoi? Parce que la seule chose que vous allez faire, c'est épuiser vos glandes surrénales, mais en cortisol, mais en adrénaline aussi, puisqu'on a remarqué que l'adrénaline et le cortisol, on avait une nécrose des tissus environnants, en fait, à cause de l'hypoglycémie. À chaque fois que vous faites une hypoglycémie, à chaque fois que vous allez vieillir, vous le remarquez, vous êtes fatigué, cerné, etc. Vous êtes complètement dans les vapes, donc l'hypoglycémie fait vieillir. D'où le jeûne qui peut être important, c'est qu'on ne fait pas d'hypoglycémie. Par exemple, au moment où je vous parle, j'entame 3-4 jours de jeûne. Je fais rarement des hypoglycémiques en jeûne, d'ailleurs je n'arrive même pas à dormir, je fais plus de coups de pompe. Et je me sens bien. Alors, ce n'est pas la meilleure méthode à faire. Moi, je connais mon corps depuis ce début. Donc, ça marche plutôt bien. J'ai des choses qui m'aident aussi.
Alors, d'où peut venir aussi la carence en cortisol? Eh ben, elle peut venir de la dysbiose et de l'intestin. Donc, la dysbiose, c'est une altération de la paroi intestinale avec une flore bactérienne de putréfaction qui augmente considérablement. Quelle est la cause de la dysbiose? Donc les problèmes de thyroïde. Donc si vous avez un traitement thyroïdien, la première des choses est de vérifier avec votre médecin clinicien qui vous connaît, j'allais dire depuis longtemps, ou qui connaît votre dossier, qui est prêt à partager, de vérifier l'équilibre de votre thyroïde parce que c'est quasi indispensable. C'est elle qui crée la dysbiose. Pourquoi? Parce que les aliments stagnent en fait dans l'estomac et du coup ça stagne aussi paradoxalement dans l'intestin, ça a du mal à être digéré et tout ça par manque de T3. Donc vérifiez avec votre médecin que votre thyroïde est équilibré ou que votre traitement est équilibré pour traiter la dysbiose. Alors qu'est-ce que je conseille pour la dysbiose? Alors c'est simple, moi je conseille un peu d'argent colloïdal qui marche très très bien. Alors je consomme 1 à 2 cuillères à soupe par jour spécifiquement. Alors vous voyez bien les études, ils vous disent que c'est interdit, mais bon, moi j'en consomme parce que ça marche très bien et les études montrent un côté antiseptique. Vous avez aussi le jeûne qui traite la dysbiose, mais vous avez aussi, donc comme je l'ai dit, avoir absolument un bon traitement thyroïdien ou avoir un équilibre dans votre thyroïde avant de parler de stress et de fatigue chronique. Est-ce que... Alors, l'autre point à la question... Ah oui, la DHEA. Alors la DHEA, c'est un peu l'hormone de la jouance, l'hormone de la jeunesse, parce que c'est une hormone anabolisante, comme l'expliqué. Le cortisol, est, dans la plus grande partie, est une hormone catabolisante, bien sûr, hein, faites gaffe. Donc la DHEA, le problème, c'est que si vous avez un problème de cortisol, vous avez forcément un problème de DHEA, et elle est faible, en fait. Donc, ce que vous vous dites, bon, ben, je vais tester de prendre un peu de DHEA. Sauf que ça ne sert à rien de s'appliquer apprenti chimiste. La DHEA, par rétrocontrôle, va diminuer la CTH et diminuer le cortisol. Conséquence, vous êtes épuisé plus en prenant de la DHEA. Et c'est là où il faut faire gaffe, parce que la DHEA est paradoxale. Vous pouvez avoir un épuisement du cortisol sans forcément un épuisement de DHEA, et vous pouvez avoir un épuisement du cortisol avec un épuisement de DHEA. Si dans ce cas-là, vous avez un épuisement de DHEA, il faut faire le test avec votre médecin. Vous lui dites, voilà, je prends un peu de DHEA, j'ai besoin de savoir si mon cortisol va s'améliorer ou pas. Généralement, ça aide aussi à sécréter un peu de cortisol endogène et à le restaurer. Donc les personnes qui sont stressées chroniques, la DHEA augmente. Comme la préniline, on a remarqué que ça agit sur la schizophrénie à des doses de 500 mg par jour, donc c'est plutôt pas mal. Donc avant de prendre de la DHEA, faites gaffe parce que par rétrocontrôle, ça va diminuer la CTH et diminuer le cortisol. Donc c'est un peu l'apprenti chimiste. Mais c'est une hormone anabolisante qui va restaurer les tissus, éviter un peu les rides, etc. et faire gonfler la peau d'eau au niveau intracellulaire. Donc vous pouvez avoir même une petite prise de muscle et être beaucoup mieux. Donc pendant le jeûne, ça aide par exemple énormément, puisque le corps stimule à la fois du cortisol et de la DHEA. D'ailleurs, lorsqu'on est jeune, on sécrète beaucoup de cortisol et de DHEA en équilibre, puisque la DHEA va limiter les effets secondaires du cortisol. Voilà. Je voulais en finir là parce qu'il ne me reste que 2 minutes, je m'arrête à 40 minutes avant que ça coupe. Je voulais juste vous dire que si vous voulez une partie 3 sur un sujet spécifique, sur cet effet entre DHEA et cortisol, et qu'est-ce qu'on doit faire, vous pouvez. Alors je n'ai pas expliqué, il y a un dernier point que les médecins prescrivent, c'est l'hydrocortisone. Alors la plus forme, j'allais dire bioidentique, alors c'est pas vraiment toujours bioidentique, il faut regarder la forme, c'est la forme la plus naturelle possible de l'hydrocortisone, parfois pour parvenir à éviter ces coups de fatigue, et ça marche rapidement. Ça peut provoquer chez certains patients des effets secondaires tels que la somnolence ou une fatigue encore plus avérée. Donc attention sur prescription. Alors là, je vous conseille vraiment d'aller voir avec les médecins anti-âge tels que Hertog, Grésivon, Clé ou autres, mais je ne conseille pas la prise d'hydrocortisone directement, sauf si les personnes ont un boulot qui est stressant, etc. Et si tout ça n'a pas marché, alors dans ce cas-là, un peu d'hydrocortisone vous ferait du bien, et peut-être par la suite que, étant donné que vous avez pris de l'hydrocortisone, vos glandes surrénales se restaurent et vous n'aurez plus besoin d'hydrocortisone. Beaucoup de sujets ont eu ce genre de cas, mais c'est le dernier cas complet que je vous donne. Je vous remercie pour cette vidéo. Alors, j'ai pas tout eu le temps de travailler parce qu'on n'a que 40 minutes. Conférence le 4 et le 5, je vais parler de ce stress et du lien entre thyroïde et stress. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi ce que vous en pensez.
Donc décalage, épuisement, je vais essayer de mettre les questions sur YouTube. Et je vous dis à tous une bonne journée. Et merci à vous de me suivre depuis maintenant longtemps. On a prévu de grandes choses et j'espère vous mettre au courant rapidement. Alors c'est un sujet qui est complexe et c'est difficile, mais essayons d'apporter une vision un peu holistique et plus globale de l'individu. Beaucoup de personnes souffrent, hélas, et on ne trouve pas la cause